loin. Bon. Illustration de ça, pardon, quand le chancelier Merz, c'est quand même très très fort, le chancelier d'Allemagne, rappelons-nous comment Scholz était prudent. Lui dit non seulement il faut être plus audacieux, mais il faut même que l'armée ukrainienne sorte de la défensive et qu'elle puisse détruire la liaison terrestre entre la Russie et la Crimée, le fameux pont de Kerch. Le chancelier d'Allemagne dit allez-y les Ukrainiens, je vais vous aider, prenez la Crimée. En gros, c'est ça qu'il dit là. Prenez la Crimée, non. Pas loin de ça. Il dit l'offensive et il dit on va détruire le pont de Kerch. C'est quand même quelque chose. On en est. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'Ukrainiens qui croient aujourd'hui, comme le disait Renaud Girard, qu'on va partir à l'assaut. Non, le front est gelé, gelé en gros, et il est gelé des deux côtés. Voilà. Maintenant, pour en revenir à pourquoi ce cadeau de la reconnaissance de la Crimée, que les Russes n'ont même pas demandé, dans leurs rêves les plus fous, ils y croyaient pas. Moi, je crois que c'est une manœuvre perverse de Trump, qui est d'obtenir que Zelensky dise c'est inacceptable, et ça permettra à Trump de dire voilà, c'est les Ukrainiens qui veulent pas la paix. Moi, je crois que surtout, on est quand même dans un cycle inopportun, parce que on croyait qu'il y avait une forme d'accord un peu raisonnable avec les Américains, avec la rencontre de Rubio à Paris, la rencontre demain à Londres, pour que les Européens infléchissent les positions américaines. La question de la Crimée, vous l'avez tous dit, et à l'instant, elle est une question qui était quand même globalement derrière nous, pouvant rester non réglée comme elle l'est depuis 2014. En revanche, la question de l'adhésion de l'OTAN, elle est loin devant nous. La seule question qui compte, c'est les territoires aujourd'hui occupés, la ligne de front et l'arrêt des hostilités. Et c'est la seule chose qui finalement n'est pas aujourd'hui connue comme position, et quelles sont les exigences et quelles sont les garanties données que les Russes n'iront pas plus loin. C'est ça le sujet. Nouveauté de la soirée, ce sont les plans, cette fois-ci, de Poutine, ou plutôt ce que le Financial Times, qui est quand même un des plus grands journaux de la planète et bien informé généralement, dit de ce que Poutine est prêt à faire. On va le lire ici. Vladimir Poutine a proposé de mettre fin à son invasion de l'Ukraine sur la ligne de front actuelle, dans le cadre des efforts visant à parvenir à un accord de paix avec le président Trump. C'est-à-dire que, en dehors de la Crimée, le front actuel serait en quelque sorte gelé. Il a tout intérêt à le faire, parce que Trump a dit il y a quelques semaines de ça, les gars russes se sont bien battus, ils méritent les territoires. Sauf que le diable se cachant dans les détails, Poutine a été très clair quand il a parlé des territoires à récupérer, c'est des territoires administratifs des régions et pas celles détenues aujourd'hui par ces militaires. Ça veut dire qu'ils gagnent du territoire sans perdre d'hommes ni de matériel. C'est le plus beau cadeau, franchement, il n'y a pas. C'est clairement, il a tout intérêt à aller dans le sens de Trump, le brosser dans le sens du poil, parce qu'il obtiendrait beaucoup plus qu'il a déjà gagné lors des hostilités, sans pour autant investir un copec là-dedans. Quelle est votre hypothèse? Est-ce qu'ils sont en train de s'entendre? En fait, est-ce que Trump et Poutine sont, évidemment, ils ne sont pas amis au sens premier, mais est-ce qu'ils sont en train de jouer la même partition? Oui, sauf que on a vu que lorsque Poutine a refusé le cessez-le-feu proposé par les Américains, accepté par les Ukrainiens, il y a eu des propos plus amers et plus acerbes de Trump à l'égard de la Russie. Il a même dit, écoutez, si ils veulent vraiment pas faire la paix, tant pis pour eux, moi je vais passer mon tour, il a dit. C'est-à-dire, voilà, c'est une guerre qui ne me concerne plus, mais ce qui voulait quand même dire que les armements qui ont été, dont le financement a été voté sous l'administration Biden, vont continuer à arriver aux Ukrainiens, ainsi que le renseignement. Et c'est pas du tout sûr que si Poutine avait pas essayé de faire autre chose et de déclarer une trêve, pas du tout sûr que les Américains auraient levé les sanctions. Il y a tout un système de sanctions qui est en place. Cette espèce d'idylle entre les deux administrations, celle de Poutine, celle de Trump. Regardez, alors il y a la fameuse main sur le cœur de Witkoff qui s'est rendu à Saint-Pétersbourg voir Poutine. On en sait plus sur ce fameux tableau, vous savez, rappelez-vous. Ah, on l'a scanné au moins? On a le tableau, regardez. Alors ça c'est... Est-ce qu'il a été scanné? Il n'y a pas de micro dedans? Ah oui, peut-être qu'ils ont mis un micro dedans, c'est une autre chose. Donc l'artiste russe révèle ce mystérieux portrait du président Trump qui, selon lui, aurait été offert par Poutine au président américain. Et regardez le choix du sujet. C'est évidemment la fameuse scène où le président Trump est passé tout près de se faire assassiner et il a levé le poing en disant « fight, fight, fight ». Et ce tableau-là, donc, c'est celui que, visiblement, Poutine a offert à Trump par les mains de Witkoff.
Et si on regarde bien, c'est exactement la même œuvre, pas la même au sens strict, mais c'est le même sujet que celui que Trump avait choisi pour mettre dans la Maison-Blanche à la place du tableau d'Obama. C'est-à-dire que Poutine, avec un certain sens vieux KGBiste de l'approche, a choisi sans doute un des sujets qui tient le plus à cœur à Trump. Oui, évidemment. Trump, il déteste Obama parce qu'Obama s'était moqué de lui à un grand dîner. Vous savez, ces dîners où il y avait toute la presse américaine en smoking. Autant où il était simplement un grand entrepreneur avec peut-être quelques velléités politiques, mais il n'était pas vraiment dans la politique. Et il s'était moqué de lui devant toute la nation américaine. Et là, Trump a dit moi, je vais relever le défi. Voilà. Tu te moques de moi, tu vas voir. Et il n'avait pas pu réagir parce que Obama était président, lui, il était un simple invité. Et donc ça, évidemment, il en veut énormément à Obama. Et ça, cette haine d'Obama peut lui faire selon moi, des bêtises, par exemple, d'avoir détruit ce très bon accord qui était l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, que Obama et Kerry avaient, il faut reconnaître, remarquablement négocié et qui faisait avancer la cause de la paix dans le monde. On a eu toujours un coup de retard. On a l'impression que depuis janvier, à chaque fois, les gens un peu éberlués disent c'est pas possible qu'il fasse ça, et il le fait. Est-ce qu'on est au stade où Poutine et Trump peuvent s'allier contre l'Europe ? C'est déjà fait. C'est Trump qui s'est allié à Poutine et pas dans l'autre sens. C'est déjà fait. Objectivement, l'Amérique d'aujourd'hui agit contre nous. Mais avec des limites quand même. Il donne certainement pas des renseignements, on va dire, sensibles aux Russes contre les Européens. Bon, peut-être que demain on découvrira. Vous dites ça, c'est aujourd'hui. On est quoi ? On est mardi. Tout est possible avec cette administration. Mais et surtout l'abandon. Mais là où nous reprendrons l'initiative, c'est quand, à force de pousser le bouchon trop loin, Zelensky refusera, l'Ukraine refusera, et que Poutine se rendra compte que Trump ne peut pas lui livrer l'Ukraine. En réalité, il n'a pas le pouvoir de forcer l'Ukraine. Si l'Ukraine tient jusqu'au bout et que l'Europe est à la hauteur et qu'elle s'arrache les doigts pour le faire, Trump et ses promesses sont vides, en fait. Et il peut reconnaître la... Je suis pas d'accord avec le général. Je pense qu'on est toujours les alliés des Américains. Je pense que les Américains continuent à fournir du renseignement aux Ukrainiens, que les leaders européens ont dit eux-mêmes, publiquement, qu'ils n'étaient pas capables de fournir. Les Américains continuent à le fournir. Les Américains continuent à faire passer du matériel entre l'Allemagne, la Pologne et vers l'Ukraine. Nous continuons à faire des manœuvres avec les Américains. Nous avons une coopération aussi dans le renseignement très approfondie avec les Américains. Ça, c'est l'état des lieux. Alors maintenant, on a effectivement quelqu'un qui a une diplomatie pour le moins inhabituelle, disons, un peu voilà, certains disent loufoque, d'autres disent inventive. Enfin, regardez la vieille garde du Figaro qui dit inhabituel. C'est ce qu'ils appellent l'understatement. Loufoque ou inhabituel. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est intéressant. Peut-être qu'on aura un accord, et je l'espère, c'est bien parti sur l'Iran, et c'est très important. Mais si l'Iran réintègre la communauté internationale, c'est quand même quelque chose de très important. Mais pour le moment, moi je considère que les Américains sont toujours nos alliés. Comment l'Ukraine va-t-elle réagir ? Je ne suis pas pour que l'Europe soit alignée sur l'Amérique, c'est différent. On va continuer et vous allez pouvoir préciser votre pensée juste après cette interruption. L'Ukraine réagit. On va voir que notamment en Crimée, il y a un certain nombre de mouvements assez intéressants qui montrent que la bataille n'est pas militairement terminée et que l'Ukraine et la Russie d'ailleurs, l'une et l'autre, sont en train de préparer peut-être des combats. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le coup de théâtre de la soirée, ce sont des événements en cours que nous suivons ensemble. Ce sont les propositions de Trump pour l'Europe qui sont en train de se préciser. Il en va de la sécurité militaire des Européens et surtout des Ukrainiens, avec beaucoup d'inquiétudes chez les Européens de l'Ouest. Les propositions qui semblent tenir en 3 points. La Crimée qui serait reconnue comme territoire russe de droit, pas seulement de fait, de droit, et ça provoque un énorme choc en Ukraine. L'engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN et
la Russie qui conserverait l'occupation des territoires conquis. Pour l'instant, ce sont des faits de presse qui sont ici rapportés, mais on va voir à quel point cela prend un certain tour de concret. Le rapprochement entre Trump et Poutine. La presse se fait l'écho de ces projets qui semblent aller beaucoup plus concrètement sur des accords économiques. Les responsables russes ont discuté de la possibilité de relancer le projet de construction d'une Trump Tower à Moscou pour inciter le président américain Trump à rétablir des relations. C'est le Moscow Times qui la rapporte. 5 responsables actuels du gouvernement russe, dont 2 diplomates, 3 sources proches du Kremlin et des employés de 3 grandes entreprises publiques ont confirmé ces informations. Il faut voir les images, ce que représentait ce projet, puisque c'est un projet qui a une certaine récurrence depuis des années. Des responsables russes ont travaillé sur un grand contrat pour un gratte-ciel de 150 étages, avec la présence de Donald Trump lui-même à l'inauguration. Alors ça aurait paru tout à fait dantesque en d'autres temps, cette espèce de mélange des genres, mais avec Trump, ça n'est pas impossible. Mais là, on va voir. Je pense pas qu'il puisse aller jusque-là, non. Vous savez, il avait quand même renoncé en 2016 à tout projet parce qu'il voulait se présenter à la présidentielle. Là, je pense que ça provoquerait un séisme aux États-Unis. Il est quand même un petit peu contrôlé, Trump. Il y a un équilibre des pouvoirs aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas que la presse qui traite mal en disant que c'est des fake news. Mais il y a quand même un Sénat et une Chambre des représentants, et il y a des élections à la Chambre des représentants dans 16 mois, en novembre, pas le novembre de cette année, mais novembre d'après. Donc non, ça je pense que s'il faisait, en même temps que sa présidence, s'il faisait des affaires, je pense que ça passerait pas, ça. L'esprit de l'argent, il l'a dit sur Twitter il y a quelques jours, pas en 2016, il y a quelques jours. Il dit « Espérons que la Russie et l'Ukraine concluront un accord cette semaine. Ils pourront alors faire de grosses affaires avec les États-Unis qui sont en plein essor et faire fortune. » Et il continuait en disant « L'or, celui qui a l'or, a les règles. » Pour lui, il y a une sorte de désinhibition de l'argent qui est tout à fait assumée. C'est la loi du plus fort surtout, et la connivence entre le pouvoir russe et Trump existe depuis que les chefs d'entreprise et pas uniquement politiques. Et effectivement, les accords qui sont en train de passer vont beaucoup plus loin qu'au sujet de l'Ukraine. Ce sont les matières premières, c'est le pétrole, c'est la sécurité de certaines zones, et notamment l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, du coup, l'Ukraine reste finalement un point-virgule dans leurs accords beaucoup plus vastes. Et Trump, ce qu'il voit, c'est les intérêts des États-Unis. Et on l'a noté que les taxes étaient pour tous, sauf. Et le sauf a été très important parce que pour lui, il y a des intérêts en termes de matières premières, des terres rares et d'autres choses avec la Russie. Ce qu'il y a de frappant, c'est que c'est fondé sur aucune réalité économique. Avant 2022, le commerce entre la Russie et les États-Unis était de 3,4 milliards de dollars, je crois. C'est-à-dire même pas 1% du commerce américain. Économiquement, la Russie n'existe pas pour les États-Unis. Ne serait-ce que parce que la Russie vend du gaz et que les États-Unis aiment bien vendre du gaz aussi. Donc en réalité, c'est pas un marché. La Russie n'est pas un marché. C'est moins un marché pour les États-Unis que la Belgique. Donc c'est... Parce que Poutine en poche, Poutine flat, on l'a vu sur le tableau, on le voit là encore, les espérances de gains ou de réalisation de Trump en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il a senti que de toutes les façons, la négociation commençait à piétiner, à agacer Trump, qui était prêt à envoyer tout en l'air parce qu'il n'aboutissait pas dans son calendrier un peu artificiel des 100 jours. Donc on en est là. Mais aujourd'hui, la vérité de ce que produira cet accord, que ce soit l'accord strictement sur l'Ukraine ou que ce soit les accompagnements économiques, la levée des sanctions, le prix et les échanges énergétiques, c'est ce qu'on verra. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que les pendules n'étaient pas alignées. Elles se réalignent. Le problème, c'est que les Européens ne sont pas, d'une certaine manière, à l'initiative. Une fois de plus, ils courent après un temps qui leur est imposé par ces gesticulations. Et pendant ce temps-là, Poutine en poche, Poutine continuera son travail sur le terrain. Et la question qui se trouvait un point de possible convergence européenne et américaine, notamment sur les garanties de sécurité, sur les forces de réassurance, ce qui doit être débattu notamment demain à Londres, reste encore en suspens. Or, c'est quand même la seule question, parce que
pour qu'il y ait un accord, il faut que les hostilités s'arrêtent. Pour que les hostilités s'arrêtent, il faut qu'il y ait effectivement une ligne de cessez-le-feu. Et il faut qu'il y ait des garanties de sécurité pour éviter que le conflit ne reparte. Donc l'essentiel de la discussion, elle n'est pas dans ces éléments qui sont présentés là. C'est vrai qu'il y a une sorte de regard un peu à la Michel Strogoff de notre ami Trump. Il voit toute cette région là qui part du Dniepr jusqu'au Kamtchatka comme un nouveau Far West qu'il faut conquérir. Alors, mais il fait pas trop. Mais c'est pas grave. Il y a une guerre, oui, entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est pas grave. Ils vont être réconciliés. C'est la même zone. C'est une zone chrétienne, blanche, pas développée, que je vais développer. C'est le Far West. C'est au-delà de ces emmerdeurs d'Européens, si vous voulez, qui essaient de toujours nous entuber sur le commerce. Et je vais effectivement, on va faire du gros business. Et puis c'est une zone que je vais retirer des griffes de la Chine. Je pense que là, d'ailleurs, ils rêvent, parce que je pense qu'il y a une vraie solidarité idéologique entre les deux autocraties, l'autocratie russe et l'autocratie chinoise. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a une sorte de regard à la Michel Strogoff. La foi en l'argent, avec un peu de provocation, on pourrait dire Trump, Montesquieu, même combat. Hein, le doux commerce, cette idée que tôt ou tard, l'argent, le commerce va de toute façon arrondir les angles. Rappelez-vous, quand il était allé voir Kim Jong-un et il avait longé la Riviera, je ne sais pas comment on appelle ça, la Corée du Nord, en disant mais là on pourrait mettre des hôtels, ce serait absolument superbe. Il y croit, sans doute qu'il y croit vraiment. Le doux commerce, après les tarifs douaniers, l'élévation considérable. Oui, c'est un doux commerce revisité, ça je vous le concède. Le prix du baril de pétrole au point que si ça durait, les Russes seraient en difficulté pour financer leur effort de guerre. Donc en réalité, non, le doux commerce, non, c'est en réalité un désordre, une pagaille. Trump a en plus de ça ouvert des fronts multiples sur Gaza, sur l'Iran, sur l'Ukraine, parle d'un succès possible aujourd'hui commercial avec la Chine. Donc voilà, et à un moment, dans cet ensemble de gesticulations un peu brouillonne, confuse, très amateur, il y a quand même des risques sérieux, et tous ces risques, ils sont sur notre continent, nous, Européens. Donc c'est normal qu'on dise, non, soyons un tantinet sérieux, la question qui se pose, c'est quand même la question des garanties de sécurité, la question de la stabilisation du continent. Est-ce que Trump n'entend pas? Parce que pour lui, effectivement, toute négociation est transactionnelle et donc on règle tout en ayant échangé un espèce de win-win, je te donne ceci et tu me donnes cela. Et il ne comprend pas et il ne veut même pas entendre, je pense, à ce stade, que les règles, que les garanties de sécurité sont indispensables et sans cela, il n'y aura pas de la fin de la guerre. Et d'ailleurs, même Poutine a essayé de lui faire entendre qu'il souhaitait aussi ces garanties de sécurité, celles qui étaient à la base, qui ont déclenché a priori la guerre. Donc on a l'OTAN, ou la fin de l'OTAN pour l'Ukraine, mais pour l'Ukraine, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Et il n'y aura pas d'arrêt des combats tant que l'Ukraine ne sera pas sûre. Et la Russie a refuté toute proposition. Cela étant, il faut toujours penser un peu contre soi-même. Est-ce que nous sommes, nous, Européens, un peu pudibonds? Rappelez-vous, à l'époque du plan Marshall, déjà on disait, à l'époque, il y avait ces slogans contre ce qu'on appelait la coca-colonisation. On disait, regardez ces Américains qui n'aiment que l'argent, qui pensent que l'argent va tout résoudre. Non, les Européens, c'est une chose sale. Très tôt après la guerre, avec le gouvernement Léon Blum, il était revenu après la guerre comme président du Conseil, un deal sur le cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était que le cinéma français. Mais ils avaient négocié, parce que c'était le soft power, que les cinémas français allaient désormais pouvoir diffuser plus de 50% de films américains. Et c'est l'arrivée du cinéma américain, mais c'est négocié par le gouvernement américain avec le gouvernement Blum. Oui, c'était déjà cette idée que l'argent, c'est une force pour coloniser. Il faut dire ce qu'il y a. Il y avait une partie de colonisation, mais c'est donnant-donnant. J'amène mon argent, j'amène mes moyens, c'est pas très moral, mais à l'arrivée, quand même, c'est mieux ça que la pauvreté et disons le communisme de guerre. Il faut reconnaître que le plan Marshall a réussi, nous a servi beaucoup à nous, Français, à relancer l'Europe. Et puis il faut reconnaître aussi que les Américains, c'est vraiment un grand dû, c'est quelque chose qu'on leur doit, ont favorisé, contrairement à ce que dit Trump,
l'émergence de la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis ensuite le marché commun, et aujourd'hui l'Union européenne. Ils étaient derrière nous. Mais sur des hypothèses de croissance et de développement économique, pas d'étranglement de l'économie ukrainienne par des captations de ressources, et pas par un retrait des investissements en Europe. Donc la politique qu'il mène est non seulement récessive au niveau mondial, mais elle est problématique, on le voit tous les jours. Il suffit de regarder le Dow Jones pour voir que l'économie américaine ne se porte pas bien, qu'elle paie les conséquences de ces actes. Ce pouvoir a ses problèmes quand même. Vous disiez comment? Inhabituel? C'est inhabituel, disiez-vous, loufoque. Inhabituel. Alors là, c'est carrément, on est plus du côté du loufoque que du côté d'inhabituel. Ce sont les aventures de M. Exet, le secrétaire à la Défense, qui est évidemment un personnage extrêmement important. On se rappelle du Signal Gate, c'est-à-dire l'énorme scandale qui avait accompagné ce groupe Signal, où il avait fait entrer un journaliste. On a la suite de cette affaire, c'est-à-dire qu'au lendemain de la publication, Exet avait continué. Il avait fait en sorte que la conversation des faits extrêmement importants et secrets avait été partagé notamment avec son épouse. Et vous allez entendre à quel point il est quand même un peu bousculé. Exet essaie de répondre à la polémique. Voilà pourquoi nous luttons contre les médias de désinformation. Voilà pourquoi nous luttons contre les démocrates frondeurs. C'est ici que nous combattons les faussaires. Ce groupe, juste ici, plein de faussaires qui colportent des informations anonymes, provenant de sources anonymes, qui ont des comptes à régler. Général Yakovlev, ça commence à devenir très embêtant pour lui quand même. Depuis le début, indépendamment du fait qu'il avait pas beaucoup de compétences pour tenir ce job, mais là, en plus, il transpire le renseignement, ça lui sort par les pores. Qu'est-ce qu'il a besoin de raconter à sa femme, à son fils et à son avocat qu'il y a les avions qui décollent? C'est un des fondements du renseignement, et Louis Gauthier, qui a été LGDSN, le sait très bien, c'est le besoin d'en connaître. Qu'est-ce que sa femme a besoin d'en connaître? Mais c'est fou, ça. Donc, en fait, il veut faire le beau dans sa famille et il leur raconte, tiens, les avions ont décollé. C'est Monsieur Exet fait le beau avec sa femme et son... C'est ça pleurer de nullité. Donc, pour préciser, il a partagé donc effectivement avec son épouse, son frère, son avocat ainsi qu'une dizaine de personnes de son entourage, personnel et professionnel, les deux, ces informations sur un bombardement effectué au Yémen. Oui, ça prouve une fois de plus le caractère amateur de cette administration, de ce responsable de la défense qui serait mieux inspiré de se discipliner dans ses propos, y compris d'ailleurs dans ses propos en défense, puisqu'il évoquait la culture du guerrier. Les guerriers sont plutôt taiseux avant, pendant et après, donc je lui suggère de ne pas trop s'étaler. Ce qui va être intéressant, parce que l'équipe Trump avait utilisé aussi des arguments de cette nature contre Hillary Clinton à d'autres moments, c'est de voir comment les ferments de la démocratie américaine vont rétablir, je pense au Congrès, etc., un peu des règles du jeu dans ce grand méli-mélo à la Maison-Blanche, au Pentagone. Je vois que Marco Rubio est le seul qui semble, je dirais, prendre des pratiques diplomatiques habituelles, mais il va aussi révolutionner son département d'État en supprimant des directions. Bon, tout ça est très étonnant et c'est vrai qu'il y a un risque de perte de contrôle de la tour de contrôle américaine. Est-ce qu'il pourra tenir, selon vous? Est-ce que c'est possible? Alors, parfois, on maintient des postes des incompétents. Parfois même, l'incompétence, c'est une circonstance qui vous renforce. Ça arrive souvent. On a même connu ça en France, non? On n'a pas eu des ministres incompétents des Affaires étrangères? Ça arrive sur toutes les latitudes. Jamais à chaud. Dans l'administration Trump, pardonnez-moi, dans l'administration Trump, ce qui compte, c'est la loyauté envers Trump. C'est ça. Donc, pour le coup, tant qu'il n'y aura pas de vrai contre-pouvoir, et pour l'instant, il n'y en a pas, donc il sera certainement maintenu en criant haut et fort à l'établissement et à ces journalistes et à cette presse qui n'essayent que de les saboter, alors qu'eux, ils sont droits dans leurs bottes. Donc, on verra au mi-terme s'il y aura un vrai contre-pouvoir. Puis jamais à chaud, et puis Trump est venu déjà 2 fois à son secours, donc jamais à chaud. Mais il pourra toujours, c'est infusible, il pourra toujours le sacrifier, vous savez, même le néoconservateur George W. Bush, il n'avait pas hésité une seule seconde, quand il a fallu un fusible, de sacrifier son secrétaire à la défense, c'était Rumsfeld, qui était un néoconservateur, qui voulait tout prix envahir l'Irak, vous vous souvenez? L'Irak et d'autres. Et l'Irak et d'autres, et qui n'a jamais reconnu la catastrophe à laquelle, dont il était responsable. Eh bien, le jour où la catastrophe était trop évidente, le lendemain, Rumsfeld s'est fait virer, c'est tout.
Dans quelques instants, nos autres éditorialistes invités succéderont sur ce plateau. On va parler évidemment des funérailles du pape François, avec la dimension que ça a. C'est une dimension politique extrêmement importante. Qui sera à ces funérailles, qui n'y sera pas? Trump, de nouveau, Trump sera sans doute la personne centrale, celle avec laquelle tant de gens voudront négocier et trouver ne serait-ce que quelques minutes pour lui soumettre les 1000 et un cas de la planète. Un petit mot là-dessus avant qu'on change de plateau, parce que je sais que vous réagissiez beaucoup. Vous êtes protestant, par exemple, en général. Et j'étais très ému hier. Bon, je suis protestant et pratiquant, si j'ose dire, mais pour moi, le pape et l'Église de Rome fait partie de l'ouvrage de Dieu sur terre. On peut débattre après, est-ce qu'il a fait les bonnes choses, etc. Il a l'onction du Seigneur. C'est quelqu'un qui, est fonction et ex hominem, c'est. Est-ce que ça vous servait dans le commandement? Ça vous servait dans le commandement? Oui, je crois fondamentalement qu'un chef doit croire. Il doit être croyant. Alors après, ça peut être Allah, il peut être bouddhiste, il peut être trotskiste à la limite. Il doit croire en quelque chose. Je suis moins d'accord là. Croire en quelque chose d'immanent au-dessus de son chef. C'est l'argument des Allemands à Nuremberg, c'est de dire le Führer avait dit. Plutôt que des conciliabules diplomatiques autour d'un cercueil qui seront sans doute assez approximatifs, un moment de recueillement et d'introspection sur ce que les grands de ce monde vont décider en Ukraine me paraît très bienvenu. Mais ce qu'a dit Obama sur le pape était remarquable. Il a eu tout à fait raison. C'est un homme qui nous provoquait à devenir meilleurs. Et ça, il a très bien résumé. Là, vous avez quand même eu un instant historique. Vous avez un général protestant, huguenot, réformé, qui vient de vous dire que le pape, le chef de l'Église catholique, avait reçu l'onction du Seigneur. C'est quand même... Oui. Oui, c'est bien. Moi, je suis très pour l'œcuménisme. C'est la fin des schismes. Voilà. Moi, je vois pas de différence, personnellement, en tant que chrétien également, entre les catholiques et les protestants. Est-ce que vous êtes croyant, vous Oui, enfin, je me frotte à un mystère. Tu sais, les chrétiens, on se frotte à un mystère. Le mystère que les femmes montent au tombeau le jour de Pâques, justement, et que le tombeau est vide. D'ailleurs, on dit à la messe catholique, ça, je ne sais pas si on le dit aussi à la protestante, mysterium fidei, le mystère de la foi. Quand vous êtes chrétien, vous frottez, vous frottez à un mystère. Le Christ est ressuscité, mais c'est pas tout à fait le même. Les pèlerins d'Emmaüs ne le reconnaissent qu'au bout de 2 heures, donc c'est pas tout à fait le même, le ressuscité. Vous frottez à ce mystère, et effectivement, je m'agenouille volontiers devant le Christ et devant la Vierge. Rassurez-vous, Darius, je ne m'agenouille devant aucune autre. Et est-ce que vous vous confessez? La dernière fois que vous êtes confessé, c'est quand? Alors là, c'est vrai, je suis comme Robert Ménard, je ne me suis pas fait trop trop grave. Depuis quand? Depuis 67. Depuis 1967. Oh là là, il y a du travail. On ira ensemble, c'est avec plaisir, ce sera très intéressant. Dans quelques instants, on va parler évidemment un mot encore là-dessus sur la non-présence de Vladimir Poutine. C'est évidemment une dimension très importante. Il est sous le coup du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Quel écho ça fait en vous? Je rappelle que vous étiez la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée. Évidemment, Poutine ne pourra pas sortir de son territoire, on le sait. Ça va créer des histoires parce que Trump voudra certainement le sortir et le montrer au monde. Donc ça va être très drôle cette petite séquence, même si évidemment grande tristesse pour la perte du pape. Et quel que soit effectivement notre courant religieux, chrétien ou autre, le pape incarne quelque chose et donc on peut se recueillir. Et c'est dommage qu'on en fasse un petit peu un cirque diplomatique autour de cet événement qui est assez important pour l'ensemble des catholiques et des chrétiens du monde. Et dans une poignée de secondes, on parlera de ce que vous appelez un cirque diplomatique, mais c'est évidemment le cours des choses et le cours des nations avec nos invités et nos éditorialistes et évidemment aussi les développements de la soirée avec la réponse de Trump à ce qui semble être le plan de Poutine, le plan de Trump. À tout de suite.